Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Cette semaine, je vous propose de faire le bilan de l'année 2025 et de dresser les perspectives pour l'année à venir. 2025 se termine tranquillement ou presque sur les marchés. De nombreux indices évoluent toujours autour de leur niveau record. L'or, le BEL 20, le S&P 500, le Kospi, le Bitcoin et j'en passe. Tous ces actifs ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques au cours de l'année écoulée. Avec mes collègues du journal L'Écho, Bruno Ravescott et Charles Régnier, ainsi qu'avec Yuri Huygen, analyste à la revue L'Investisseur, nous allons revenir sur ces records. Messieurs, bonjour. 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 Nous allons aussi nous pencher sur les grands dossiers qui vont rythmer la vie de celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. Il faut savoir que les grandes banques, les courtiers et les fonds présentent actuellement leurs plans pour le premier semestre de l'année 2026. Et de ce qu'on a déjà pu entendre, lire ou même écrire ici à l'Écho et à l'Investisseur, c'est que des indicateurs comme l'inflation font l'objet de toute l'attention des professionnels de l'investissement, alors que le bilan pour l'année écoulée est très positif. Comme nous l'a dit Kelly Hébert, CEO de M&G pour la France, la Belgique et le Luxembourg, qu'on écoute tout de suite. Ça a été une bonne année pour beaucoup d'investisseurs dans beaucoup de classes d'actifs. Et j'ai un peu envie de dire contre toute attente, puisque avec ce deuxième mandat de Trump et Liberation Day, donc Trump qui décide d'imposer des tarifs douaniers à globalement toute la planète, finalement, on a eu un marché financier qui a continué de rebondir. Paul Jackson, responsable de la recherche chez Invesco, était lui aussi de passage dans nos studios pour un podcast à découvrir la semaine prochaine. Lui aussi classe l'année 2025 dans la catégorie des très bons crus. C'était une année avec une certaine volatilité, mais quand même, ça a été une belle année. Si on regarde le retour sur investissement sur la plupart des classes d'actifs mondiales, les retours, ils ont été positifs et dans certains cas, très, très positifs. Donc, une belle année, je crois. Alors, première question, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2025 qui se termine ? Je pense, comme nos deux interlocuteurs viennent de le dire, ce qui a été particulièrement impressionnant, c'est le rebond des marchés depuis le Liberation Day en avril, début avril de l'année. On avait vu quand même les indices fortement chuter et puis un rebond assez prodigieux et très rapide qui a entraîné pas seulement les indices boursiers mais aussi toute une série de classes d'actifs. On pense à l'or et quand je parle de l'or, c'est aussi pour souligner l'incertitude qui s'est poursuivie tout au long de cette année et qui n'est pas encore totalement terminée d'ailleurs. Oui, comme le dit Bruno, moi aussi je mettrais en exergue les bonnes performances des marchés boursiers et particulièrement vu que il y a encore eu énormément d'incertitudes durant toute l'année en fait. Donc il y a eu les politiques douanières de Donald Trump, il y a eu toutes les questions autour de l'IA, est-ce que c'est une bulle, est-ce que c'est pas une bulle, il y a eu toutes les turbulences politiques, notamment en France par exemple, et en fait ça n'a pas empêché les marchés mondiaux d'atteindre très souvent des niveaux records, ou en tout cas de très fortement progresser sur l'ensemble de l'année. Notamment en Europe aussi. L'Europe qui a quand même fait une belle performance en 2025 grâce au bazooka budgétaire allemand, donc les dépenses dans l'infrastructure et dans la défense. Peut-être aussi que c'est aussi une preuve que parfois l'incertitude, est-ce que les États-Unis vont continuer à nous soutenir ou pas, c'est aussi parfois des opportunités en bourse aussi, avec les valeurs de la défense notamment. Donc ça c'est quand même, je trouve, assez intéressant. Moi ce qui m'impressionne c'est surtout en fait les poids lourds technologiques qui sont devenus encore plus importants en bourse cette année-ci. Il y a 3 ans en fait, on avait du style une ou deux valeurs dont la valeur boursière dépassait les 1000 milliards. Aujourd'hui, il est normal de peser 4000 milliards. Alors c'est vrai que Nvidia, par exemple, vaut 10 fois plus que ASML, qui est la plus grosse valeur en Europe, et même 40 fois plus que BNP Paribas. Moi, je me souviens qu'il y a quelques temps, j'avais même dit en boutade que si Nvidia émettait pour 3% d'actions, il pourrait racheter en fait BNP Paribas et devenir ainsi en fait une des plus grandes banques européennes. Donc on a d'une part aux États-Unis des valeurs qui peuvent atteindre des poids de 2, 3, 4 000 milliards de dollars, alors qu'ici en Belgique, nous avons 2 groupes qui essayent de fusionner depuis plusieurs mois, donc à savoir Cofinimo et Aedifica, donc un groupe fusionné qui aurait un poids de 5 milliards, donc on parle quand même de valeurs boursières bien plus petites, et un portefeuille immobilier de 12 milliards. Donc on est loin des poids des technologiques.
Et aujourd'hui, en fait, nous avons des instances en Belgique qui freinent ce genre d'opération parce que jugées trop grand, quoi. Donc, je trouve assez bizarre que en Belgique on interdise une fusion entre deux groupes avec un poids boursier relativement faible, alors que des groupes comme Alphabet peuvent avoir, on va dire, une part de marché de plus de 90%. Alors vous l'avez dit, il s'est passé plein de choses en 2025, mais qu'est-ce que vous n'avez pas vu venir et qui s'est finalement produit cette année ? Moi, j'avais pas du tout vu venir DeepSeek, et je pense pas être le seul. Alors, je pense que ça met aussi un peu en exergue tous les dangers autour de l'IA, notamment. Donc DeepSeek, c'est cette start-up chinoise qui avait prétendu, alors il y a quand même encore un peu de débat, est-ce que c'était vrai ou pas, mais prétendu avoir développé un modèle d'IA à coût extrêmement réduit. Alors, ça avait fait fortement corriger toutes les valeurs liées à l'IA, et notamment Nvidia qui avait chuté de 16%, si ma mémoire est bonne, juste après l'annonce de DeepSeek. Et en fait, jamais une société cotée n'avait perdu autant d'argent en une seule séance qu'Nvidia ce jour-là. Et donc en fait, c'est parce que vu que DeepSeek prétendait, alors nouveau, il y a un peu des doutes, est-ce que c'était réel ou pas, prétendait avoir développé ce modèle à coût extrêmement réduit, ça remettait en question les perspectives de croissance d'Nvidia. Et je pense que du coup, ça met vraiment en exergue, à quel point un événement inattendu que les gens ne voient pas arriver peut remettre vraiment en question toute cette hausse des valeurs liées à l'IA qui, en fait, sont vraiment centrales à la hausse des marchés financiers, plus particulièrement la hausse de Wall Street, comme l'a mis en exergue Thury. Et alors ça s'était passé au tout début de l'année 2025 et entre-temps, on a même vu d'autres entreprises technologiques américaines émerger, avoir aussi un poids grâce à l'IA. Oui, c'est le signe noir ou signe gris à voir. C'est effectivement Alphabet ou en tout cas Google, qui au départ était quand même mal parti. On se rappelle il y a 3 ans quand OpenAI avait présenté son assistant ChatGPT, Google a dû vraiment pédaler très très fort pour rattraper son retard et il y est parvenu tout récemment. D'abord avec un assistant qui s'appelle Gemini, dont la dernière version est vraiment présentée comme une version qui peut vraiment concurrencer ChatGPT. Et puis de l'autre côté, avec des puces qui viennent concurrencer celles de Nvidia. Donc voilà, cet acteur qu'on n'avait pas vu venir et qui tout d'un coup se repropulse à l'avant-scène de l'intelligence artificielle et qui montre quelque part aussi que la messe n'est jamais dite en la matière. Je pense que l'exemple d'Alphabet, il est assez intéressant parce que j'avais lu une note d'analyste qui mettait en exergue que Google, c'était un peu les géants endormis qui maintenant s'est réveillé, en fait. Donc, comme dit Bruno, à la base, c'était vraiment une entreprise qui était vraiment à l'avant en termes d'IA. Et puis, quand ChatGPT est sorti, on s'est dit, ils ont du retard. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec Google, c'est qu'il y a Alphabet dans ce cas-ci, il y a extrêmement peu d'entreprises, de manière générale, à être aussi diversifiées à l'IA de manière complète. Donc, comme Bruno l'a dit, ils développent des puces. Alors, elles sont pas à 100% comparables avec les puces développées par Nvidia, mais ils développent quand même des puces. Ils ont Gemini, donc c'est un peu leur équivalent à ChatGPT. Ils ont aussi de la robotique, avec notamment les véhicules autonomes comme Tesla. Et ils ont du cloud. Ils ont du cloud avec Google Cloud. Donc en fait, c'est une exposition très diversifiée, quoi. Et en fait, pendant très longtemps, même nous, on avait créé à l'écho que c'était un peu par rapport à d'autres géants de la tech, c'était en retard, et c'était même sous-valorisé. Donc on regarde les fameux PER, leur PER était très bas par rapport à d'autres géants de la tech. Et donc du coup ici, il y a quand même eu un petit rebond parce que le marché en fait s'est rendu compte qu'ils avaient rattrapé le retard et qu'ils étaient, ils sont réveillés, ils sont de nouveau sur la balle. Et donc en fait ça fait un peu un rééquilibrage, quoi, parce qu'il n'y a pas que Nvidia qui en a souffert, Microsoft ils ont aussi un peu rééquilibré. Donc je pense que ça montre aussi que dans tout cet écosystème d'IA, c'est un écosystème qui est constamment en évolution et donc en fait il faut toujours bien suivre tous les derniers développements, etc., etc. Bon, on va dire aussi qu'au niveau d'Alphabet, le groupe a aussi profité de l'intérêt porté par Warren Buffett, Berkshire Hathaway, qui s'est intéressé à Alphabet. Et je pense que depuis qu'il a acheté ses premiers titres, je pense que c'était au mois d'octobre, il a déjà réalisé une belle plus-value, quoi. Et ça aussi, on l'avait pas vu venir. Et toi, Yuri, t'as pas vu venir d'autres choses un peu éloignées de la tech? Alors pour moi, en fait, c'est surtout une surprise négative. Je me souviens que fin de l'année dernière, donc fin 2024, le marché partait du principe que les taux allaient baisser aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors effectivement, on a vu certains
taux directeur abaissé par la BCE et également par la Réserve fédérale. Donc on va dire que le taux court a lui été abaissé, très bien, mais on voit très bien aujourd'hui que les taux longs reprennent de la hauteur. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je me souviens en 2012, la presse financière aimait écrire sur les mauvais élèves européens, donc les fameux pays Club Med, donc le Portugal, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, donc des pays qui devaient débourser bien plus pour émettre des obligations. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la France doit payer davantage que la Grèce, doit payer davantage que l'Italie. Il est vrai aussi que voilà, la situation bilantaire de la France, elle est mauvaise, quoi. Donc récemment, la France a vu son rating abaisser à A+, donc c'est 4 crans de moins que les Pays-Bas. Donc moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'au cours des prochaines semaines et mois, d'autres pays, et je pense aussi à la Belgique, pourraient être touchés justement par d'autres abaissements de rating par les agences de rating, et donc ça signifierait également de devoir payer davantage pour financer les dettes qui n'arrêtent pas d'augmenter, quoi. Donc si j'ai un joli pied de nez quand même de ces pays-là qui sont passés, pour parler de la Grèce quand même, il y a eu une longue passe assez difficile. Il faut quand même se rappeler aussi que les pays du Club Med, il y avait un acronyme qui était PIGS, les cochons en anglais, qui les caractérisait. Donc ils avaient été quand même fort dénigrés. C'est un joli pied de nez de leur part, même si effectivement c'est inquiétant pour des pays plus au nord comme les nôtres. Alors, on m'a dit aussi de ne pas trop parler politique, mais si je prends l'exemple de Bruxelles, donc Bruxelles a également vu son rating abaissé à seulement A, donc c'est pas un rating très élevé. Et aujourd'hui, il y a déjà certaines banques qui refusent de prêter de l'argent à la région bruxelloise. Et je crains qu'au cours des prochains mois, que d'autres grandes villes ou d'autres pays européens et également dans d'autres pays du monde entier soient confrontés à ce même problème. Donc le financement de la dette risque de devenir encore bien plus cher au cours de l'année 2026. Alors, dernière question dans ce coup de rétro sur 2025. 2025, c'était une année où de nombreux records ont été battus. Lequel vous a le plus impressionné ? Je vais commencer avec notre indice Belvint, qui a passé les 5000 points après avoir rebattu son précédent record historique de 2007. Oui, 2007. Ouais. 2007. Mai 2007. Voilà, enfin, en tout cas, c'est un bon rattrapage de l'indice Belvint qui a gagné à peu près 15% sur l'année. C'était un des derniers indices européens qui n'avait pas récupéré son niveau d'avant-crise financière. Voilà, tout à fait. Et un rattrapage qui s'est d'ailleurs initié l'année précédente, puisque c'était les deux gros drivers, c'était Argenex et UCB, qui ont continué à driver l'indice, même s'il y a aussi d'autres noms qu'on pourrait mettre comme KBC, évidemment, qui a profité comme toutes les actions bancaires d'un environnement très favorable. Toutes les banques en Europe ont fait de très très belles performances. On a eu aussi des rattrapages impressionnants comme celui du Micor qui est quand même venu de loin et qui en a profité notamment lorsqu'il vendait ses réserves d'or pour faire écho à un autre record. Écoute, moi, je ferais bien un lien donc avec le Belvint également. Donc pour moi, le plus beau record est celui donc affiché par Argenix. C'est vrai que dans la presse financière, on parle beaucoup des valeurs biotech qui ont déçu. On pense à Mitra, à Biocartis. On oublie qu'en Belgique, on a également une très grosse valeur biotech. Donc Argenix, c'est aujourd'hui une valeur avec un poids de 50 milliards d'euros, quoi. Donc c'est aussi une valeur qui est reprise au sein du Stoxx, enfin de l'Eurostoxx 50. Donc Argenix fait partie des 50 plus grosses valeurs européennes. C'est aussi la seule valeur biotech de l'indice Eurostoxx 50. Et j'aime autant vous dire que le cours affiché aujourd'hui par Argenix, ce n'est assurément pas un record, car en 2026, on attend encore beaucoup de résultats d'études. Tous ces résultats d'études ne vont pas être positifs, ça clairement, mais je suis persuadé que Argenix a encore peut encore progresser au cours de l'année 2026 et peut-être rattraper donc le même poids que des valeurs pharmaceutiques comme Sanofi qui aujourd'hui pèsent environ 100 milliards d'euros.
Il y a d'ailleurs Pacuri qui est assez optimiste concernant Argenix. J'avais été regarder il y a quelques mois les recommandations d'analystes. Ils sont quand même presque tous à l'achat, quoi. C'est presque unanime. Donc c'est vrai que voilà, c'est une valeur qui est assez unanimement je dirais pas jusqu'à dire encensée, mais en tout cas être appréciée par le marché. Maintenant, c'est vrai qu'on achète de la valeur d'attente, parce que pour donner un chiffre, Sanofi génère un chiffre d'affaires d'environ 40 milliards, alors que Argenix, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 3 à 4 milliards d'euros. Donc il faut naturellement que ces différents résultats d'études soient porteurs, et ça permettra naturellement au chiffre d'affaires dans les 5 ans d'être multiplié par 5 ou par 10 aussi, quoi. Donc Et toi, Charles, dans les records Moi, je vais pas être très original. Je vais un peu revenir sur l'IA, même si j'aurais bien aimé éviter, mais c'est compliqué, je trouve, d'éviter. Voilà, il y a les 5000 milliards de Nvidia. Je pense que c'est difficile de pas l'aborder. C'est vraiment la preuve de l'envolée stratosphérique de cette action, en fait, qui, il y a quelques années, on était quand même extrêmement loin, comme l'a déjà mis en exergue Uri. Et donc, voilà, donc ici, c'est les 5000 milliards cette année, ils sont un peu redescendus, mais est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'on peut pas s'imaginer à 6000 milliards? Vu la croissance des bénéfices, c'est pas, en tout cas, on peut pas l'exclure. Donc voilà. Donc vraiment, ça c'est quand même assez la première société de l'histoire qui est cotée en bourse et qui a atteint un tel seuil. Alors, on va passer maintenant aux perspectives pour l'année qui commence en janvier. Quels sont, selon vous, les gros dossiers qu'un investisseur doit suivre en 2026 ? Il y en a plusieurs. Je pense du côté des États-Unis, on devrait en savoir un peu plus sur le remplaçant de Jérôme Powell à la Fed, puisque Donald Trump a annoncé qu'il présenterait sa liste de chouchous pour le remplacer début 2026. Ça risque d'être très clairement un élément qui va faire bouger. Du côté de l'Europe, il y a évidemment les stimulus, le plan de relance allemand dans la défense, l'infrastructure. Il y a déjà un petit morceau qui se prépare, mais le plus gros est attendu en 2026. Donc je pense que ça, de part et d'autre, ça devrait être deux éléments qui vont faire certainement bouger les marchés. Une chose est sûre, c'est que on risque d'avoir encore un environnement assez incertain et donc des marchés peut-être encore volatiles, quelques remous qui pourraient encore subvenir. Beaucoup d'analystes se montrent plutôt positifs pour l'année à venir, pour plusieurs raisons. Il y a quand même pas mal de décisions assez importantes qui sont attendues, notamment aux États-Unis, notamment la légalité des droits de douane. La Cour suprême des États-Unis doit se prononcer là-dessus incessamment sous peu. Et il y a aussi les midterms des USA. Je pense que ça aussi, faudra quand même suivre. Et finalement, moi, je vais quand même revenir un peu sur l'IA, alors moins sur la question des valorisations boursières en tant que telles, mais plus sur la question de l'impact que l'IA a sur l'économie américaine. En fait, aujourd'hui, les dépenses d'infrastructure dans l'IA, donc le capex de la big tech, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour l'activité économique aux USA. Et donc, en fait, sans ces dépenses d'investissement, potentiellement, on peut aller vers une récession aux États-Unis. Et donc ça va influencer la Fed. Ça peut vraiment avoir des conséquences plus fâcheuses que simplement sur les valorisations boursières. Et l'autre élément qu'il faut quand même mettre en exergue, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a un peu une économie à deux vitesses. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, l'économie américaine, elle est en fait fortement alimentée par les plus aisés. Et ces gens les plus aisés sont généralement investis en bourse. Et quand tu investis en bourse aux États-Unis, tu es généralement investi dans l'IA. Et donc, on comprend très bien à quel point ça peut, si l'IA finit par tomber, ça peut être un cercle vicieux où en fait, tout s'écroule, quoi, un peu. Si moi je peux ajouter quelque chose sur les États-Unis, au fait le 4 juillet prochain, donc on fête donc le 250e anniversaire du pays. Donc j'imagine que Donald Trump mettra encore un petit peu donc son pays en lumière, quoi. Donc je pense que les États-Unis seront encore un marché où il faudrait être présent en fait en tant qu'investisseur. Un dossier qui est très important à suivre en 2026, surtout pour les investisseurs belges, c'est naturellement tous les tracas administratifs que va apporter au fait notre nouvelle taxe sur la plus-value. J'ai l'impression que ça va être les questions les plus fréquentes qu'on va recevoir dans notre boîte mail au cours des prochaines semaines et mois. Et donc, je trouve dommage qu'on n'ait pas trouvé de solution. Et je suis persuadé que les marchés ont atteint des records. Je suis persuadé que ce sera difficile de faire beaucoup mieux en 2026. Et donc, ce que l'État belge va
va percevoir comme revenu des déplacements, à mon avis, ce sera assez limité. Peut-être un dernier aspect qu'il faudra aussi surveiller l'année prochaine, ce sont les politiques monétaires des banques centrales, pas seulement la politique monétaire de la Fed. Est-ce qu'elle va poursuivre encore ses baisses de taux, mais aussi celle de la Banque centrale européenne avec cette question, est-ce qu'elle va commencer à les remonter ? La Banque du Japon aussi, je pense. C'est aussi une banque centrale qu'il faudra suivre l'année prochaine. Alors, dans les questions qui nous reviennent des auditeurs ou sur le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho, tu en parlais Charles tout à l'heure, de cette bulle, hypothétique bulle sur le secteur des valeurs technologiques liées à l'IA. Est-ce que là, on a vraiment atteint un pic en 2025 ? Sinon, quels sont les ressorts sur lesquels ce compartiment particulier à Wall Street, très suivi par les investisseurs particuliers, sur quels ressorts on peut encore compter ? C'est une question compliquée à répondre, Voilà, mais je pense qu'il y a des arguments pour ou des arguments contre. Après, j'ai quand même l'impression qu'il y a une majorité de personnes qui estiment que ce n'est pas une bulle pour le moment. Alors, déjà, ça dépend de ce qu'on considère comme étant une bulle. Je pense pas que ça n'exclut clairement pas une correction sur le court, voire moyen terme. Et certains peuvent argumenter qu'une correction, ça peut être quelque chose d'assez sain, parce que c'est vrai que les valorisations boursières ont quand même atteint des niveaux assez impressionnants. Après, de nouveau, ce que Alphabet et Nvidia mettent en exergue, c'est que c'est pas parce qu'un acteur va corriger comme Nvidia que ça va nécessairement l'ensemble des valeurs de l'IA vont corriger. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours des variables d'ajustement, entre guillemets. Après, les ressorts qu'il faut regarder, je pense, c'est que pour le moment, on est encore vraiment dans la phase de développement de l'infrastructure d'IA. Et que pour le moment, rien n'indique que cet développement d'infrastructure va arriver à son terme. Donc, toutes les grandes entreprises qui investissent dans l'IA continuent à le faire, disent qu'elles vont continuer à le faire, et elles ne disent absolument pas qu'elles vont arrêter incessamment sous peu. Et d'ailleurs, on peut voir que pour le moment, elles sont encore, comme on dit en anglais, capacity constrained. Donc, elles n'offrent pas assez par rapport à la demande, par exemple, de puissance de calcul. Donc, tout ça, c'est plutôt pas mal. Après, l'autre élément qu'il faut quand même regarder, c'est dans l'économie réelle, quelles sont les applications concrètes que l'IA est en train d'avoir. Alors là, on voit qu'il y a quand même quelques petits développements récemment. Voilà, on en parle. Un des plus évidents, c'est la conduite autonome. Donc voilà, des groupes comme Tesla, des groupes comme Waymo, donc qui est associé à Google. Voilà, tous ces groupes commencent quand même à mettre en place la conduite autonome. Voilà, il y a les premiers robotaxis Tesla qui sont quand même déjà en train de circuler aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même des ressorts qu'il faut regarder au niveau de la robotique, au niveau, par exemple, des biotech. Dans quelle mesure est-ce que eux, par exemple, peuvent tirer profit de l'IA ? Et donc moi, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut regarder, quoi. Après, voilà, comme j'ai dit, est-ce que ça veut dire qu'ils ont atteint un sommet ? Moi, si je veux me prononcer à titre purement personnel, je ne pense pas qu'ils ont atteint un sommet. C'est-à-dire que je pense que ça va encore monter. Après, est-ce qu'ils seront plus haut l'année prochaine, par exemple ? Ça, je ne sais pas te dire. Je rebondirais aussi parce qu'il y a beaucoup effectivement d'analystes, de stratégistes qui continuent à rester plutôt investis ou qui conseillent de rester investis sur la big tech américaine, mais qui expliquent aussi que l'attention se porte de plus en plus vers l'élargissement du scope autour de la thématique IA, c'est-à-dire pas uniquement les hyperscalers, les grands noms type Alphabet, Nvidia, mais aussi tous ceux qui entrent, on en a parlé, dans l'infrastructure, c'est-à-dire des sociétés énergétiques ou qui apportent un support, les refroidissements dans les data centers, etc., jusqu'à ce que le scope s'élargisse dans les secteurs qui vont appliquer l'IA, et c'est là qu'on parle biotech, pharma, mais aussi les services financiers. Il y a des choses qu'il faudra surveiller là-dessus, et tout le monde essaye de guetter qui seront les prochains gagnants de l'IA. Moi, je me souviens qu'en 2000, il fallait donc parler parfois en ratio cours sur chiffre d'affaires pour justifier au fait l'achat d'un titre technologique. Aujourd'hui, on a des entreprises telles que Microsoft, Apple, Meta, Nvidia, qui aujourd'hui ont certes un ratio cours-bénéfice relativement élevé, mais ce sont des entreprises qui de un sont saines et qui voient aussi encore leur chiffre d'affaires donc croître. Donc on est vraiment pas encore au niveau de valorisation qu'on payait fin des années 90. Et quand on dit saines, c'est surtout elles ont énormément de cash dans leur caisse pour poursuivre aussi ces investissements, pour élargir leur palette d'activités. Voilà, et contrairement à certains pays, les grosses pointures technologiques peuvent aujourd'hui faire appel au marché obligataire et payer au fait beaucoup moins que certains États. Mmh.
Alors, on a vu aussi en 2025 le marché des IPO se réveiller. Est-ce que, selon vous, c'est une tendance qui va se poursuivre en 2026 ? Est-ce qu'il y a des noms qui sont attendus ? Justement, peut-être sur le réveil du marché des IPO en 2025, il faut quand même avouer que c'était très concentré en Asie, notamment en Chine et tout particulièrement à Hong Kong, mais aussi aux États-Unis où on a eu plusieurs opérations. On en a une d'ailleurs qui se présente pour l'année 2026, qui serait d'ailleurs la plus importante de l'histoire, à savoir celle de SpaceX, puisqu'on parle d'une valorisation qui pourrait atteindre directement 1500 milliards de dollars en levant plus de 30 milliards de dollars au travers de cette opération. Pour le reste, en Europe, c'était quand même plus mitigé. Alors c'est vrai, on a eu une grosse opération qui était celle du Suisse Verisure à la bourse de Stockholm, que c'était la plus grosse opération en 3 ans sur le continent européen. Et puis quelques autres qui sont annoncés cette année, donc l'espoir reste de mise. Il y a toujours dans les sociétés, notamment de la défense. On a une société qui s'appelle Czechoslovak Group, qui pourrait faire ses débuts à la bourse d'Amsterdam. On a un autre acteur allemand également qui fabrique des chars, qui s'appelle KDNS, si je me rappelle bien. Et puis alors, on a aussi un acteur scandinave qui est l'éditeur de logiciels norvégien Visma, qui lui envisage de faire une entrée à la bourse de Londres qu'on aurait d'ailleurs bien besoin puisqu'elle a connu une année plutôt noire en la matière. Donc voilà, il y a peut-être de quoi nourrir l'espoir pour un regain des IPO l'année prochaine en Europe. Ouais, on va dire que si en 2026 les taux devaient encore reprendre de la hauteur, je crains que le marché des IPO sera assez limité. Je veux dire, c'est aussi la raison pour laquelle un holding comme Sofina, en fait, traîne un peu en bourse. Hein, donc, parce que tout le monde sait que dans le portefeuille de Sofina, il y a des grands noms comme ByteDance, il y a Vinted. Pourquoi est-ce que ces groupes ne rentrent pas en bourse aujourd'hui ? Il y a aussi assurément cette problématique des taux relativement élevés. Et c'est vrai que le marché du private equity peine lorsque les taux sont élevés. Et si effectivement, en 2026, les taux reprennent de la hauteur, je ne suis pas persuadé qu'on assistera à beaucoup d'IPO au niveau mondial. Moi, j'ai quand même juste aussi remettre un peu tout ça en perspective par rapport à 2025. Donc certes, tu as eu par exemple beaucoup plus d'IPO aux États-Unis qu'en Europe. Après, il y a eu beaucoup d'essais d'introduction en bourse aux États-Unis qui sont faits via SPAC, notamment de certains secteurs qui peuvent être un peu aussi controversés comme la crypto. Donc la dernière fois que tu as eu plein d'IPO via SPAC, la moitié de ces entreprises aujourd'hui n'existent plus. Elles sont plus cotées en bourse, elles ont fait faillite. Donc dans quelle mesure est-ce que ce n'était pas un peu un signe aussi d'un engouement démesuré ou d'un excès de la part des marchés financiers ? Voilà, on sait que Donald Trump est très favorable aux bourses, très favorable à l'environnement crypto. Voilà, moi je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il faudra garder à l'œil, quoi. Dans quelle mesure est-ce que on voit que les États-Unis ont fait beaucoup mieux que l'Europe sur le marché des IPO cette année. On fera l'état des lieux dans 3-4 ans, on verra le nombre d'entreprises qui restent véritablement cotées sur les marchés financiers. Il faut rappeler aussi que toute l'incertitude, notamment sur les tarifs douaniers qu'a occasionné Donald Trump, c'est aussi une des raisons qui a rendu les marchés particulièrement volatiles. Et ça, c'est un contexte qui est généralement pas vraiment propice pour les IPO. Faudra voir justement aussi l'année prochaine comment ça sera, parce qu'avec les midterms, on peut imaginer que cette rhétorique ou cette incertitude sur les tarifs douaniers se calme un petit peu. C'est ce qu'on peut espérer. Mais ça dépendra aussi de la volatilité que ça pourra engendrer sur les marchés. Maintenant, à la Bourse de Bruxelles, il n'est pas exclu qu'on assiste à l'IPO de Belfius. Notre cher gouvernement a besoin d'argent et donc la presse citait donc des montants de 20% qui seraient vendus ou introduits en bourse et donc qui rapporteraient entre 2 et 2,5 milliards d'euros à l'État belge. Vous le savez, on dit souvent que quand on entend parler d'une idée d'investissement chez son coiffeur ou à la boulangerie, c'est qu'il est déjà trop tard, voire que c'est une bulle. Comme la dernière fois qu'on s'est vu à 4, on va un petit peu retourner ce dicton boursier et vous demander quel actif, quelle idée de placement ou quelle thématique d'investissement n'a-t-on pas entendu parler chez son coiffeur ou à la boulangerie cette semaine ?
Bon, allez, je me lance. C'est pas un conseil du tout financier, mais c'est une valeur qui m'a surpris, en tout cas cette semaine. C'est qu'on a parlé de cette société américaine qui est assez connue des investisseurs particuliers aux États-Unis, mais pas tellement ici, qui s'appelle Carvana. Alors Carvana, c'est une plateforme de vente de véhicules d'occasion. C'est pas ce qu'il y a apparemment de plus sexy, mais c'est une valeur qui a été particulièrement matraquée après le Covid en particulier, et qui a initié depuis 3 ans un rebond assez impressionnant. Je crois que l'action a fait plus 8000 voire plus 9000%. Elle valait 5 € en 2022. Elle en vaut aujourd'hui 450 à peu près, et elle a encore bondi de 100% cette année. Tout ça pour dire que cette action va en fait rejoindre le S&P 500 ce 22 décembre, et c'est évidemment quelque chose qui est du genre à pouvoir encore porter l'action, puisqu'elle va intégrer un indice et donc le portefeuille de pas mal de gestionnaires. Maintenant, je tiens quand même à préciser, l'action se négocie à 57 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois, ce qui est un ratio quand même assez élevé. Voilà, et comme le disait Bruno, ce sont des avis et des observations qu'on partage avec vous, et donc en aucune manière un conseil en investissement. Moi, j'avais une autre idée. Ce matin, j'ai lu une dépêche de Bloomberg qui mettait en exergue que son panier d'actions sur le nucléaire avait de nouveau connu une très belle année 2025, et que, a priori, selon les gestionnaires de portefeuille, 2026 se profile plutôt pas mal. Alors moi, je me rappelle, il y a, je dirais 1 ou 2 ans, j'avais déjà écrit un sujet là-dessus sur les valeurs du nucléaire. Alors, de manière générale, les valeurs du nucléaire, il y a certains noms qui sont assez connus, Vistra, Constellation Énergie, tout ça, mais il y a aussi d'autres acteurs un peu moins connus, notamment présents dans l'uranium, dans l'extraction d'uranium, etc., etc. Et donc en fait, le nucléaire, ça peut être assez intéressant parce que d'un côté, il profite de l'IA, vu que c'est des fournisseurs d'énergie. De l'autre, il profite des différentes volontés des États membres d'améliorer leur profil énergétique. Donc c'était pas une énergie entièrement verte, vu qu'il y a quand même des déchets nucléaires, mais elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Et donc on a vu, c'est quand même ces dernières années un peu un revival de l'énergie nucléaire d'un point de vue politique. Et donc du coup, c'est des valeurs qui en fait profitent un peu de ce retour en force au niveau politique et de l'IA. Donc ils sont un peu entre les deux. Et c'est vrai que ces dernières années, ils enregistrent quand même des belles performances boursières. En tout cas, certains des membres de ces paniers nucléaires enregistrent des très belles performances boursières. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est de mettre en avant des valeurs dont l'auditeur en fait ne connaît même pas le nom. Alors, c'est vrai que ces dernières semaines, en fait, la presse a aussi beaucoup parlé, en fait, d'un segment qui a la cote maintenant, donc l'informatique quantique. J'ai vu des noms également comme Rigetti Systems, comme Ionic. Alors, en toute honnêteté, il y a un mois, j'avais jamais entendu parler de ces valeurs. Des valeurs qui font les beaux jours on est en plein rallye boursier, donc ce concours d'investissement. Tout à fait, j'en ai même parlé dans mon dernier papier en tant que coach. Donc, mais j'ai parfois du mal à croire que à la boulangerie on parle de cire. J'ai l'impression qu'à la boulangerie on parlera effectivement d'Nvidia et de Microsoft, mais j'ai du mal à croire que beaucoup de personnes parlent de Montea, par exemple. Donc, alors moi je me dis que l'année prochaine, si les taux effectivement ne grimpent pas trop, je pense qu'on pourrait encore assister en fait à un rebond en fait des valeurs immobilières. Faut pas oublier que même s'il y a inflation, ce n'est pas un problème en soi, car les CIR peuvent naturellement indexer les loyers. Et je pense qu'il y a franchement une carte à jouer avec certaines valeurs immobilières telles que Montea. Mmh. Alors, dernière question pour nos invités de la semaine, et c'est pas moi qui vais la poser, mais Frédéric Leroux, gérant chez Carmignac. Il était le dernier pro de la finance à être venu nous raconter son histoire avec les marchés et nous détailler le contenu de son portefeuille. Il avait aussi une question à l'attention de nos auditeurs, question qu'on écoute tout de suite. J'aimerais demander aux trackers de l'écho si, comme moi, ils estiment qu'on peut être définitivement sorti d'une longue période de 40 ans désinflationniste ou sans inflation, pour entrer durablement dans une période d'inflation, avec toutes les conséquences que ça amène, notamment en matière de gestion financière et de performance relative des différentes classes d'actifs. Est-ce que cette idée inflationniste, pour vous, a du sens, ou est-ce que c'est vraiment la lubie d'un ancien? Alors, selon vous, on est parti pour vivre un long cycle inflationniste?
En tout cas, le discours est là et n'est pas tenu uniquement. Il ne s'agit pas de la lubie d'un ancien. Je pense que la question de savoir si on est résolument dans un monde où l'inflation est plus élevée qu'elle ne l'était avant se pose. Elle se pose très fort aux États-Unis puisqu'on voit quand même que l'inflation reste à un niveau de près de 3% et qu'on peine à revenir vers les 2%, même si ça n'empêche pas la Banque centrale américaine de baisser ses taux. En Europe, on est revenu vers les 2%, mais effectivement, la question se pose pour la suite. On parlait tout à l'heure d'une possible remontée des taux en Europe cette année. Ça montre très clairement que oui, je pense que la question, et on a parlé à un moment donné de se demander si, pour les banques centrales, si le nouvel objectif de 2% ne devait pas être 3%. Ça montre bien que la question se pose. Bon, on a bien vu aussi qu'il y a quelques années, des taux d'inflation de plus de 10% ne sont pas exceptionnels. Donc, moi je suis né l'année où les voitures ne roulaient pas le dimanche, l'année 73, où on a également donc vu des taux d'inflation supérieurs à 10%. Alors c'est vrai que ces dernières années, on a été habitué à avoir des taux d'inflation de 1 à 2%, quoi. Donc, mais comme c'est parti, au fait, on citait ici l'Europe, mais l'Australie a dit hier aussi que le prochain mouvement du taux directeur serait probablement un mouvement haussier, quoi. Donc, car l'inflation y est de 3,8%. Donc, je crains aussi qu'au cours des prochains mois, cette inflation reste supérieure à l'objectif de la BCE, et donc il faudra effectivement chercher les classes d'actifs qui peuvent bien performer avec une inflation un peu supérieure, et donc on pense généralement en fait aux matières premières. L'or pourrait effectivement encore en profiter. Si les taux ne grimpent pas trop, je pense que l'immobilier pourrait également en profiter, hein. Donc comme je viens de le dire avec l'indexation des loyers. Par contre, si on a une inflation élevée et que les taux devaient aussi s'apprécier, ce serait pas une bonne nouvelle pour les technologies, quoi. Donc ce serait pas une bonne nouvelle d'ailleurs pour les marchés d'actions dans leur ensemble. Voilà, c'est la fin de ce talk. Je vous donne rendez-vous déjà ce vendredi dans la playlist du podcast Tracker avec la diffusion d'une émission un peu spéciale. Il s'agit du fameux débat des stratégistes que nous avons organisé lors du dernier salon Finance Avenue il y a quelques semaines. Mon collègue Marc Lambrecht recevait 4 suiveurs des marchés, dont toi, Yuri, et chacun présentait au public ses 5 actions favorites pour l'année 2026. C'est donc ici que se referme cet épisode de Tracker, le podcast Bourse du journal L'Écho. Merci Bruno, Charles et Yuri pour votre participation. L'émission de la semaine a été réalisée par Julie Garrigue. À très bientôt.